Qui prend vraiment les décisions entre les États-Unis et Israël? Où va cette guerre? Sommes-nous sur le point d'aboutir à un accord négocié? Et peut-être encore plus important que ça, quelle direction vont prendre les États-Unis, même au-delà de cette guerre, après tout ça? Est-ce que notre place, à la fois dans la région et dans le monde, a changé, a été affaiblie? Peu importe comment cette guerre se termine. On va parler de tout ça aujourd'hui. Et nous retrouvons avec nous l'incroyable Douglas McGregor, un vétéran de combat hautement décoré, analyste en défense et en politique étrangère, ancien conseiller du secrétaire à la Défense et, si je peux me permettre, une sorte de sage en matière de politique internationale. Doug, ravi de te retrouver dans l'émission. Comme toujours, heureux d'être là. Comme toujours. Bon, écoute, Doug, allons droit au but. Je pense que c'est là le point le plus important. Et ce n'est pas un petit sujet, cette sorte de fracture qui semble s'élargir entre les États-Unis et Israël. Les objectifs de guerre, les politiques, tout ça, étaient sans doute différents dès le départ. Mais je pense qu'on a été un peu entraîné dans leur orbite au début de cette guerre. Et maintenant, on dirait qu'un léger écart commence à se creuser entre nous, ce qui forcément inquiète certaines personnes. Huit personnes ont été tuées dans la ville de Tyr, dans le sud du Liban. Cela fait suite au déplacement forcé de toute la ville côtière, y compris de son quartier chrétien historique. Un peu plus tôt, l'armée israélienne, voilà. C'est donc un vrai sujet. Certains ne sont pas contents, d'autres sont vraiment mécontents. Mais il y en a aussi qui se disent que finalement, il était temps. Je vais vous montrer quelque chose d'hier soir. Le président Trump a été interrogé sur ce qui se passe entre... Enfin non, je vais plutôt commencer par autre chose. Il était là pour parler de cet accord, parce qu'il ne cesse de dire qu'on est tout près d'un accord, que c'est presque fait. Et donc, un des journalistes lui a demandé quels sont les points de blocage, qu'est-ce qui nous empêche encore de conclure cet accord? Je pense pas qu'il reste de vrais points de blocage. Je crois qu'on est très proche d'avoir un accord vraiment bon, solide, puissant. Si on décidait de bombarder, ce qu'on peut faire très facilement si on le veut, et qu'on passait encore 2 ou 3 semaines à bombarder, il ne leur resterait absolument plus rien. Mais dans ce cas, le détroit resterait fermé pendant des mois. Si on bombarde, beaucoup de gens vont mourir. Qui veut faire ça? Pas moi. Et on aura un document signé, en fait plus fort que si on bombardait. Ce qui s'est révélé très efficace, c'est le blocus. Le blocus s'est montré bien plus puissant que les bombardements. En réalité, c'était une combinaison. Notre première offensive, puis le blocus. Mais vous savez, leur économie souffre vraiment. Et ils vont finir par conclure un accord. Je vais maintenant vous interroger sur plusieurs remarques que vous avez faites, parce qu'il y a pas mal de choses qui méritent d'être examinées calmement. Mais commençons par lui, à la fois au début et à la fin de tout ça. Il a répété quelque chose qu'il dit depuis, je ne sais pas, le 3e ou le 4e jour de cette affaire, que nous sommes tout près d'un accord. Vous pensez vraiment qu'on est tout près? La dépendance, c'est quelque chose de terrible. Et je ne sais pas ce qu'il fume, mais il ferait bien d'arrêter, parce que rien de tout ça n'a vraiment de sens. Ce qui est triste, c'est que des gens à Wall Street continuent de le croire. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu cette vente massive ce matin. Le prix du pétrole a un peu baissé. Et il y a cette idée sous-jacente, là dehors, que ce qu'il dit est vrai. On pourrait penser qu'à ce stade, ils auraient compris, mais apparemment non. Moi, je ne vois aucune preuve d'un soi-disant accord à l'horizon. Il y avait, comme vous le savez, ce mémorandum d'entente qui semblait avoir existé d'une certaine façon, qui a fait des allers-retours et que le président Trump a finalement jeté à la poubelle. Donc, je ne sais pas de quoi il parle, et je ne vois aucune preuve de ce qu'il avance.
talking about, and I don't see any evidence for it. Regardons une autre chose qu'il a dite. Il a dit, écoutez, est-ce que les bombardements pourraient marcher? Parce qu'il ne cesse de répéter, on n'a qu'à les bombarder. Mais maintenant, on dirait qu'il fait marche arrière, qu'il laisse tomber cette idée. Il dit oui, enfin, les bombardements fermeraient le détroit pendant encore 3 mois. Ça marcherait, bien sûr, mais ça tuerait beaucoup de gens. Je ne sais pas, il devient humanitaire, tout à coup. Je pense que certaines personnes ont réussi à l'atteindre et lui ont montré des informations factuelles. Je crois qu'il a vu les sondages et qu'il sait très bien que sa popularité aux États-Unis est très faible. Certains diront qu'il ne faut pas suivre les sondages. En théorie, ça paraît bien, mais en pratique, quand on dirige une république, c'est pas toujours une bonne idée. Vous savez, quelqu'un a dit, je crois que c'était Lincoln, qu'avec le soutien du public, tout est possible, mais sans lui, rien ne l'est. Donc je pense qu'il comprend que l'opinion publique n'est pas du tout favorable à sa politique. Les gens ne veulent pas de cette guerre, et ça, il faut en tenir compte. Je crois que cette réalité a fini par s'imposer. Et puis, je ne pense pas que le président Trump ait jamais voulu de cette guerre dès le départ. Je pense qu'il a senti ou su qu'il était obligé, à cause des promesses qu'il avait faites avant d'être élu, de mener cette guerre. Il l'a fait. Je suis sûr qu'il le regrette amèrement. Maintenant, il est coincé, comme une mouche sur du papier collant. Et il ne veut pas rester là. Il veut s'en sortir. Il cherche une porte de sortie. Je ne suis pas sûr qu'il en ait une à ce stade. Et puis, pour finir, c'était bien de sa part de donner au moins l'impression qu'il se souciait du reste du monde, pas seulement de son propre pays. Mais on verra si ça se traduit par quelque chose de concret. Daniel Davis. Je veux dire, il n'a pas besoin d'un accord pour se lever et dire « Cette opération a été un désastre pour l'économie mondiale. Et pour cette seule raison, je mets fin à cette guerre. » Ça ne lui coûterait rien. Et ça le rendrait très populaire dans le monde entier. Chez lui, tout le monde pousserait un grand soupir de soulagement. Et on pourrait tous reprendre le cours de nos vies. Mais il ne l'a pas fait, et je ne vois aucun signe qu'il le fera à ce stade. Il reste redevable envers ceux qui l'ont fait entrer à la Maison-Blanche, et ce sont les milliardaires qui soutiennent Bibi Netanyahou. On m'a dit, de la part de gens qui ont un certain accès à la façon de penser de Trump à la Maison-Blanche, qu'il est complètement terrifié par tout ce qui pourrait donner une image de lui un peu moins héroïque que celle du Superman qu'il affiche sans arrêt sur les réseaux sociaux. Il a créé un personnage, et maintenant, il est presque prisonnier de ce personnage. Parce que, si jamais il faisait exactement ce que vous venez de dire, et franchement, je pense qu'il devrait le faire dès aujourd'hui, si possible avant le déjeuner, il serait obligé de reconnaître publiquement « Je ne suis pas Superman et je ne peux pas le faire juste parce que j'en ai envie ». Même si, en réalité, ce serait la chose la plus sensée à faire. Alors, comment il sort de ce piège? Eh bien, c'est compliqué. Et je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir tout en gardant le costume de Superman dans lequel il se promène. Il va devoir l'enlever. Il va devoir montrer qu'il est un être humain et qu'il se soucie vraiment d'autre chose que de sa propre image dans le monde ou de ce qu'il croit que c'est. Franchement, Dan, je pense qu'il est à peu près aussi populaire que la peste noire partout dans le monde aujourd'hui. Donc, quand on est déjà au plus bas, la seule direction possible, c'est vers le haut. Et pour remonter, il doit mettre fin à ce qu'il appelle ce blocus extraordinairement réussi. Je ne sais pas de quoi il parle, parce qu'on sait bien que des navires ont réussi à passer. Et de plus en plus, à travers le monde, ce n'est pas l'Iran qu'on accuse pour le blocage dans le Golfe Persique, mais Donald Trump et les États-Unis. Alors Dan, rien que pour cette raison, je pense qu'il pourrait le reconnaître publiquement. Mais je crois qu'il a peur.
come out and say it, but I think he's worried. I think he's afraid of the Israel lobby. Je pense qu'il a peur du lobby pro-israélien. Je pense qu'il a peur de ce qu'il pourrait faire. Il contrôle le Congrès à un point tel que, s'il devait soudainement partir et que la possibilité d'une nouvelle procédure de destitution refaisait surface, il pourrait s'arranger pour qu'il soit destitué et rapidement remplacé. Je crois qu'il le sait très bien. Et c'est là tout le problème. C'est quelque chose que les Américains doivent comprendre. C'est facile de tout mettre sur le dos de Donald Trump, mais la faute ne lui revient pas à lui seul. C'est une catastrophe qui concerne tout le gouvernement. Tout le monde a sauté dans le train du lobby pro-israélien pour aller vers la guerre avec l'Iran, parce que tout le monde y trouve son intérêt. Chacun veut en tirer un profit personnel, d'une manière ou d'une autre. Les généraux 4 étoiles, eux, veulent prendre leur retraite et rejoindre ces sociétés financières et ces affaires que New York leur propose. Et puis, il y a tous ces gens au Congrès qui veulent rester sur la voie royale. Ils veulent être assurés de garder leur siège à vie. Tout ça, c'est un vrai désordre. Donc ce n'est pas entièrement la faute de Donald Trump. Il faut bien comprendre ça. Et les Américains, en avançant vers l'automne, on entend déjà parler des élections de l'automne. Ils doivent se poser des questions sérieuses. Est-ce que ça change vraiment quelque chose qui contrôle le Congrès? Eh bien, si on pense que les démocrates vont rouvrir les frontières, vider les prisons, suspendre l'état de droit, alors oui. Mais à part ça, il n'y a pas tellement de différence. Et je ne suis pas vraiment sûr de ce que les Américains attendent des républicains, parce qu'ils se sont révélés être le parti du Israël d'abord. Point final. Oui, et on va en parler dans un instant parce que c'est un sujet vraiment important. Regardons l'une des dernières déclarations de Trump. Tu viens d'y faire allusion. Il dit que, selon lui, ce qui a été d'une grande aide jusqu'à présent, c'est le blocus. Il affirme que ça met beaucoup de pression. Alors, comme j'ai pu en discuter avec certaines personnes venant d'Iran, et bien sûr en écoutant beaucoup de leurs déclarations publiques, on aura d'ailleurs le professeur Morandi avec nous cet après-midi à 13h dans l'émission. Il nous donnera un témoignage direct sur la situation actuelle. Mais d'après ce qu'on a observé jusqu'ici, il m'a d'ailleurs envoyé quelques notes cette nuit. Oui, le blocus a bel et bien un effet. Il provoque de la souffrance en Iran, mais c'est une souffrance à laquelle ils s'attendaient déjà et qu'ils sont prêts à supporter pendant un certain temps. Je pense que ce que Trump voulait dire, c'est que cette pression finirait par les pousser à céder et à conclure un accord avantageux pour les États-Unis, même si ce serait contraire à leurs propres intérêts. Et c'est là que se trouvent certains points clés. Alors, comment voyez-vous la situation se résoudre si les Iraniens affirment que certains points non négociables, selon eux, sont d'abord le dégel de leurs avoirs, parce qu'ils disent ne pas vouloir revivre ce qui s'est passé par le passé. Ensuite, la levée des sanctions sur leur secteur énergétique, la fin de notre blocus, et enfin, le maintien de leur contrôle sur le détroit. Ces 4 points, il faut ajouter le Liban, qui est peut-être même en haut de la liste, puisqu'ils ont dit que c'est un sujet majeur. On y reviendra dans un instant à cause de la tension avec Israël. Mais concentrons-nous d'abord sur ces 4 points. Où voyez-vous une possibilité de réduire les divergences entre les deux camps, ou bien est-ce qu'il n'y en a tout simplement pas? Depuis presque le début, c'est une sorte de compétition dans l'effondrement. Alors, cette expression « compétition dans l'effondrement » a été inventée par Elliot Cohen à propos de la Première Guerre mondiale. Et je trouve que c'est une bonne façon de décrire ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle de compétition dans l'effondrement, de quoi parle-t-on exactement? Vous venez de le résumer. L'Iran ne va pas s'effondrer. L'Iran va tenir bon jusqu'au bout, parce que pour lui, c'est une question existentielle. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'un accord négocié qui s'écarte de ses positions?
Oui, mais uniquement du côté des États-Unis. Deviates from those points, yes, but only on the US side. And here again, Trump has put himself in a very difficult Et position. là encore, Trump s'est mis dans une position très difficile parce qu'il a fait des promesses à ses soutiens politiques en Israël, aux États-Unis et à ce qu'on appelle plus largement le lobby juif. Et il a dit au peuple américain, en gros, qu'il était après tout inévitablement le gagnant, le vainqueur, et ainsi de suite. On est passé d'une reddition sans condition à ces 4 points. Alors, comment on s'en sort? Eh bien, on s'en sort, parce qu'on ne peut pas rester là-bas encore très longtemps. En ce moment, il a la secrétaire Yellen qui dit « Ne vous inquiétez pas, on peut imprimer autant d'argent qu'on veut et on peut rester aussi longtemps que nécessaire. » Eh bien, on verra. As long as possible. Well, we'll see. I think the bond market in particular will Je pense que le marché obligataire en particulier va s'effondrer avant qu'il puisse imprimer les milliards supplémentaires nécessaires pour maintenir notre présence là-bas. Je pense aussi que la pression de l'opinion publique partout dans le monde va être énorme. Comme je l'ai déjà dit, quand on parle avec le Sud global, quand on parle avec Pékin, avec Moscou ou avec des gens du Moyen-Orient, que ce soit à Ankara, au Caire ou ailleurs, tout le monde tient la même position. L'Iran doit tenir bon. Ils soutiennent l'Iran. Alors peut-être pas tous militairement, mais ils sont du côté de l'Iran. Et donc c'est nous qui sommes tenus pour responsables de l'arrêt, du blocage. Rappelez-vous, jusqu'à ce que nous attaquions, le Golfe était ouvert. Il faut que tout le monde s'en souvienne. C'est nous qui avons provoqué cette fermeture. Personne, ni dans le Sud global, ni en Chine, ni en Russie, n'en veut à l'Iran pour ce que l'Iran a fait. L'Iran, au contraire, a tout fait pour s'entendre avec nous. Revenons à la guerre de 12 jours, celle qui s'est terminée avec les frappes de B2. Vous vous souvenez, quand tout ça s'est fini, le président Trump avait annoncé qu'il n'y avait plus de programme nucléaire, qu'il avait été détruit pour toujours, que la guerre était terminée. Je pense que c'est vraiment ce qu'il voulait, mais il n'a pas réussi à le concrétiser. Il n'a pas réussi à le faire durer. Et il n'a pas pu le faire durer à cause de Netanyahou et de ses soutiens, des milliardaires américains. C'est là que se trouve le vrai blocage. Mais que se passe-t-il si le marché obligataire s'effondre? Que se passe-t-il si on entre dans une vraie crise financière grave? Et c'est bien là, à mon avis, où on se dirige en ce moment. Ma réponse, c'est que des décisions difficiles devront être prises de notre côté. Sur quoi va-t-on faire l'impasse? Jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on va revenir en arrière et dire, bon, on voulait ces 4 choses-là, mais on va quand même débloquer une partie de l'argent pour faire autre chose, sans tout libérer d'un coup? Et au passage, la question de notre participation ou non dans le Golfe Persique, l'accès et tout ce qui va avec, ça aussi c'est négociable. Quand on commence à entendre ce genre de signaux, c'est le signe qu'on a des problèmes ici, chez nous, sur le plan financier et économique. Et vous savez, regardons un autre aspect de tout ça. Si l'Iran est prêt à continuer à souffrir de cette manière, ça va nous mettre dans une position où on devra agir. Le président Trump, lui, repousse les décisions chaque jour, parce qu'il espère toujours trouver une sorte de formule magique, un truc qui apparaîtrait demain et qu'il n'a pas encore vu aujourd'hui. Donc il se dit, attendons encore un jour de plus. Mais combien de temps pensez-vous qu'on puisse continuer comme ça avant de se heurter vraiment aux problèmes économiques et même à ceux d'approvisionnement en pétrole dont vous parliez? Parce que jusqu'ici, le système a été incroyable, d'une résilience étonnante. On va d'ailleurs faire une émission là-dessus plus tard dans la semaine pour expliquer comment on a réussi à compenser et à adapter la perte d'approvisionnement physique, ce qui est franchement remarquable. Mais il y a forcément une limite. On ne peut pas indéfiniment trouver des solutions créatives. Et quand physiquement, il n'y a plus assez de carburant, eh bien la réalité finit par s'imposer, quoi qu'on fasse. Alors selon vous, combien de temps il nous reste?
Eh bien, si on revient sur ce que Jeff Curry a dit, Jeff Curry est sans doute le numéro 1 dans le domaine de l'analyse et de la compréhension de l'impact de cette crise du pétrole et du gaz. Et puis, il y en a d'autres. Luc Gromen, par exemple, est aussi très pointu sur le sujet. Et j'ai écouté David Rosenberg ce matin. On voit bien que quelque chose va se terminer en septembre si on laisse traîner les choses. Parce qu'en août, on sera déjà en difficulté ici. Chez nous, à cause de la réserve stratégique de pétrole. Et plus on avancera dans le mois d'août, plus les prix vont grimper. On a déjà le problème de l'inflation. On a aussi le nouveau président de la Fed qui essaie de contenir le chaos sur les marchés. Tout ça va devenir incontrôlable d'ici la fin de l'été. Je dirais que, dans le meilleur des cas pour nous, ce serait quelque part en septembre. Vous savez, ils vont devoir aller voir le président et lui dire « On ne peut plus continuer comme ça ». Maintenant, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, je suis sûr que M. Bassan lui dit « On va y arriver, on va faire en sorte que ça tienne ». Mais je ne pense pas qu'il soit un Dieu tout-puissant. Il y a trop de variables dans cette équation, à plusieurs inconnus, et je ne crois pas qu'il puisse tout contrôler. Donc, je dirais que le meilleur scénario, autrement dit pour Donald Trump et sa politique, ce serait probablement la mi-septembre. Mais vous savez, tout ça pourrait aussi s'effondrer très vite, en juillet ou en août, selon tout ce dont on parle. Il y a simplement trop de choses qui peuvent mal tourner à ce stade, sur le plan économique et financier. Et puis j'imagine qu'à mesure qu'on se rapproche de novembre, surtout une fois passé, disons, évidemment la fête du travail, mais même avant ça, pendant l'été, si ce problème n'est toujours pas réglé quand la campagne battra vraiment son plein, ça va poser de gros soucis. Ça va donner des munitions à ses adversaires politiques sur toute la ligne. Mais il a des problèmes plus importants avant ça. On en a parlé un peu au début, cette fracture grandissante avec Israël. J'aimerais qu'on s'y arrête un instant. Dans cette même interview avec lui sur le tarmac, on lui a aussi posé des questions sur cette tension croissante avec Israël. Et dans le contexte du week-end dernier, la trêve, cette trêve déjà fragile, semblait presque s'être effondrée, avec des tirs venus d'Israël vers le Liban, ce que j'avais décrit comme un point d'équilibre très instable. Et ça a poussé l'Iran à tenir sa promesse. Si Israël continuait à tirer sur le Liban, surtout sur Beyrouth, ils attaqueraient Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait. Israël a ensuite riposté. Au début, Trump disait à l'Iran « Ne faites rien de plus », mais ils l'ont fait quand même. Puis il a dit à Israël « Ne répondez pas », et eux aussi ont réagi. Ensuite, il a publié toute une série de messages sur Truth Social, en affirmant qu'il avait réussi à les arrêter tous les deux. Les deux camps ont dit qu'ils allaient pour le moment faire une pause. Alors, on lui a demandé si un fossé était en train de se creuser entre les États-Unis et Israël. Il a répliqué « Et maintenant, ils ont décidé d'en rester là. En gros, ils vont se laisser tranquilles pendant une semaine, ou quelque chose comme ça. » C'est... Ça dure depuis très longtemps. On pourrait dire depuis environ 3000 ans, si on veut vraiment. Mais en tout cas, ça dure depuis 47 ans. Mais non, il a riposté. Ils allaient et venaient, et maintenant ils ont tous les deux accepté, par mon intermédiaire, d'arrêter. Et là, on est dans les dernières étapes d'un accord qui sera vraiment, vraiment bon. Un accord qui n'autorisera en aucune manière, sous aucune forme, les armes nucléaires, etc. Et le district va rouvrir tout de suite. Il rouvrira immédiatement après la signature, qui pourrait avoir lieu dans 2 ou 3 jours. Donc, ils vont s'arrêter pendant quelques jours. Franchement, ça commence à ressembler à quelqu'un qui reconnaît lui-même qu'il ne contrôle plus vraiment la situation. Et sur ce point, Doug, j'aimerais te poser une question. Vu ce qui s'est passé le week-end dernier, la situation très fragile entre les deux camps, sous la pression de Trump,
surtout du côté israélien, parce qu'il a apparemment exercé une certaine pression. Eh bien, selon les médias israéliens, il y avait un plan pour lancer une nouvelle grande vague d'attaques contre l'Iran lundi, et le président Trump les a poussés à y renoncer. Mais combien de temps cette pression va-t-elle tenir? Bon, essayons de bien comprendre quelques points. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs hauts responsables militaires israéliens. Ce sont des gens très compétents, réfléchis, posés. Avec l'Iran, il y a une certaine marge de manœuvre. On peut trouver une forme de modus vivendi. La situation en Syrie est dangereuse, mais pour l'instant, elle reste gérable. Le projet du Grand Israël, pour être franc, ça n'arrivera tout simplement pas. Et je pense que c'est de plus en plus reconnu au sein des plus hauts rangs. Mais il y a un domaine sur lequel les responsables militaires israéliens vont être très clairs. Ils ne peuvent pas faire de compromis. C'est très difficile de transiger sur la question du Hezbollah. Le Hezbollah représente une menace existentielle pour l'État d'Israël. Personne ne pourra revenir vivre dans le nord du pays tant que le Hezbollah ne sera pas détruit, ou qu'on n'aura pas trouvé un moyen de mettre fin au conflit avec lui. Right now, there doesn't appear to be any chance whatsoever for a negotiated end to that fight. Iran has now done something which no one else in the region has done. It is said that their fight is Gaza's fight is Iran's fight. Hezbollah's fight is Iran's fight, and Iran's fight is Hezbollah's fight. In other words, Iran has emerged as the leader of the Islamic world in resistance to Israeli Jewish supremacy in the region. Not so much us, because quite frankly, our bases are destroyed. Our bases, we're ejected already for all intents and purposes from the Persian Gulf region. Very few people, and I think this is s'attendent à ce que nous revenions massivement dans le Golfe Persique une fois la guerre terminée. Je ne vois tout simplement pas ça arriver. Le Hezbollah, c'est une autre histoire. Je ne sais pas comment on peut gérer ça quand on est israélien, autrement qu'en pratiquant la terre brûlée. Parce que les deux camps se détestent profondément, sans espoir de réconciliation. Il n'y a vraiment aucun espace possible là-bas. Donc, quoi que le président Trump demande aux Israéliens de faire, la seule chose qu'ils ne feront jamais, à mon avis, c'est arrêter leurs attaques contre le Hezbollah, et ils garderont le contrôle de la zone au sud du fleuve Litanie. Vous savez, ils essaieront peut-être, à un moment donné, de la repeupler avec des Juifs venus des États-Unis ou d'ailleurs en Europe, peut-être. Mais ils ne peuvent pas permettre au Hezbollah de s'organiser et de transformer cette région en une nouvelle base d'attaque contre Israël. C'est tout simplement impossible. Alors je pense, pardon Doug, mais laisse-moi te demander, d'un point de vue militaire, est-ce que c'est un objectif atteignable? Parce que, enfin, ça fait longtemps qu'ils essayent. Et d'après ce que j'ai lu, sur le plan militaire, aussi bien tactiquement sur le terrain, dans le sud du Liban, que dans les airs, ils sont déjà à la limite de leur capacité. Ils ont du mal à maintenir la stabilité là-bas. Est-ce qu'Israël peut vraiment atteindre cet objectif par la force militaire? Eh bien, malheureusement, et je pense que vous avez raison, et que certains officiers israéliens de haut rang l'ont aussi souligné, mais ça n'a rien changé, parce qu'il n'y a aucune volonté de trouver un accord qui laisserait la zone au sud du Litanie entre d'autres mains que celle d'Israël. Et je pense que c'est un énorme problème pour les Israéliens. Je veux dire, si on pouvait d'une certaine façon finlandiser le Liban, et j'emploie ce mot dans son sens le plus sérieux, ça pourrait peut-être fonctionner. Et je dirais même que j'encouragerais les Israéliens à au moins explorer cette idée. Mais je ne pense pas que ce soit faisable. Mon instinct me dit que ce n'est sans doute pas possible. Donc je pense que le président Trump peut obtenir une bonne partie de ce qu'il veut. Mais quand il s'agit du Hezbollah,
et du sud du Liban, là, il n'y a tout simplement pas de marge de négociation. Alors, il y aurait peut-être des moyens, si on décidait de chercher une solution là-bas, si on pouvait se retirer de tout le reste. Autrement dit, prendre nos distances avec tout ce que les Israéliens font par ailleurs, et se concentrer d'abord et avant tout sur ce point-là, on pourrait peut-être avancer. Je ne sais pas. Enfin, c'est au-delà de mes compétences. Vous savez, Aaron David Miller, c'est quelqu'un qu'il faudrait inviter pour en parler. Il a bien plus d'expérience que moi dans ce domaine, et ses informations sont très à jour. C'est un problème insoluble, et c'est vraiment regrettable qu'on ait déclenché cette guerre dans le Golfe Persique. Parce que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas vu de détonation nucléaire de sitôt. Tout ça, c'est n'importe quoi. Je pense que tout le monde le sait. Enfin, tous ceux qui ont un peu de bon sens. Mais peut-être qu'on aurait pu réfléchir ensemble et trouver une meilleure solution au Liban. Cette histoire, c'est du passé maintenant, donc on est coincé. Et je pense que la seule chose qui pourrait vraiment attirer l'attention de M. Netanyahou, ce serait le retrait total de tout soutien militaire, sous quelque forme que ce soit, à Israël. Point final. Si cette menace est posée, puis mise à exécution, alors oui, il aura l'attention non seulement de M. Netanyahou, mais de tout l'État israélien. Et ce sera peut-être sa seule porte de sortie. Mais encore une fois, combien de temps pense-t-il pouvoir rester en fonction s'il fait ça? Il ne s'attend peut-être pas à durer très longtemps. Rappelez-vous, ils ont ici, dans notre pays, une influence et un pouvoir considérable. C'est une vérité dont on ne parle pas. Et de plus en plus, j'écoute des gens qu'on accuse d'être antisémites, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Ils résistent simplement au pouvoir et à l'influence juive aux États-Unis. C'est très différent. Eh bien, j'aimerais qu'on se penche sur cette question, Doug, parce que c'est quelque chose de très présent ici, tout récemment. Il y a eu ces derniers temps plusieurs développements qui, à mon avis, révèlent vraiment l'ampleur et la nature du problème. Tu disais au début de cette émission que ce n'est pas seulement que le président Trump serait d'une certaine manière sous l'influence personnelle de Netanyahou, mais que notre système lui-même est capturé par de nombreux intérêts israéliens, au détriment des nôtres. Et on en a quelques exemples très parlants. L'un d'eux, c'est qu'un rapport est sorti indiquant que le Pentagone, et j'ai parlé à des gens assez haut placés là-bas, est furieux qu'Israël soit passé d'un niveau de risque élevé à un niveau très élevé d'espionnage contre notre propre pays, y compris contre plusieurs de nos plus hauts responsables. Et jusqu'à présent, ils sont assez mécontents de la Maison-Blanche, parce qu'aucune mesure n'a été prise, même après que tout cela est devenu public. Et c'était évidemment déjà connu en privé avant ça. En même temps, un rapport est sorti cette semaine affirmant que ce document, une fois prêt à être publié, avait été bloqué jusqu'à ce que le Congrès puisse voter sur la section 224. Je crois que c'était dans le cadre du NDAA, qui cherche à inscrire dans la loi une coopération plus étroite entre les forces de défense israéliennes et les forces armées américaines, et d'autres choses du même genre. Quand Netanyahou continue de déclarer publiquement que on n'a plus besoin de ces 3,8 milliards de dollars, qu'il est temps de passer à autre chose, c'est parce qu'il veut en réalité formaliser un lien direct entre nos armées. La question, c'est pourquoi le Congrès? Et je sais que ça peut paraître naïf, mais c'est une question importante. Pourquoi le Congrès voudrait-il cacher des informations compromettantes sur un autre pays menant des activités d'espionnage contre nous, juste pour pouvoir faire passer un accord qui verrouille une coopération militaire encore plus étroite avec ce même pays? Il n'existe aujourd'hui aucun État-nation au monde avec lequel nous ayons coopéré de façon plus étroite sur les plans militaires et diplomatiques au cours du siècle dernier que le Royaume-Uni.
Dans les années 90, quand j'étais à la division des plans de guerre, on étudiait les capacités de nos différentes forces alliées. Pete, c'était à l'époque, en 94-95. Et l'une des remarques qu'on faisait, c'était que, franchement, les Britanniques devraient être mieux équipés et mieux armés pour les opérations futures qu'ils ne l'étaient alors. À ce moment-là, je crois que les bons jours, l'armée britannique pouvait déployer environ 40 000 soldats pour combattre. Aujourd'hui, je dirais 30 000, voire moins. Mais à l'époque, c'était à peu près ça. Ce n'était pas du tout ce qu'on espérait, ni ce qu'on aurait voulu. Et il y a eu une discussion pour savoir si on devait aller au Congrès et recommander une sorte de programme d'aide, une aide militaire, un peu comme ce qu'on avait fait pour Israël d'ailleurs. Cette fois, ce serait pour la Grande-Bretagne, pour les forces armées britanniques, afin de les amener à un niveau bien plus performant qu'à l'époque. Et cette idée a été rejetée presque immédiatement, totalement inacceptable. Et la raison, ce n'était pas qu'on n'aimait pas les Britanniques. Non, c'est qu'on n'allait pas les admettre dans le cercle très fermé des forces armées américaines. Le risque était trop grand. Et on n'allait pas le prendre. On n'allait pas non plus devenir partie prenante de ce qu'ils appellent leur complexe militaro-industriel et parlementaire. Israël, lui, a toujours été là. Israël a toujours eu un rôle dans ce genre de choses. Et au Congrès, depuis environ 25 à 30 ans, le Congrès n'a cessé de pousser de plus en plus fort pour donner aux Israéliens un accès toujours plus large à la technologie, aux informations, aux documents classifiés, et ainsi de suite. Et ils l'ont fait parce que, financièrement, ça les avantageait. Ensuite, on a nommé à des postes élevés au sein du département de la Défense des personnes qui avaient des liens très étroits avec les Israéliens, dangereusement étroits. Je pense que tout ça a vraiment commencé vers la fin de l'administration Bush, et c'est resté un problème constant depuis. La deuxième administration Bush, clairement, faisait partie de cette logique, où en quelque sorte, on s'est complètement ouvert. C'est quelque chose qu'il faut inverser, et ça doit venir d'en haut. Il nous faut de nouvelles lois, des lois beaucoup plus strictes sur les questions de sécurité. Et puis franchement, il y a trop de choses, trop souvent, qui sont partagées, ou plutôt divulguées, à trop de gens, tout simplement. Et maintenant, avec cette nouvelle initiative, tout est en danger. Alors, laissez-moi vous demander. Peut-être qu'on voit enfin un peu de lumière au bout du tunnel, ou du moins une lueur d'espoir, quelque chose de positif au plus haut niveau. Hier, sur Fox News, le vice-président Vance a été interrogé sur cette apparente fracture avec Israël. Et il s'est rapproché, plus que n'importe quel haut responsable que j'ai vu depuis le début de cette guerre, de dire en substance, « Eh bien, si nos intérêts divergent, il faudra peut-être suivre une autre voie que celle des Israéliens. » Israël et les États-Unis partagent beaucoup d'intérêts communs, mais il y a aussi des situations où nos intérêts divergent. Et je pense que le président a été très clair là-dessus. Même si Israël a évidemment ses propres objectifs, l'objectif principal des États-Unis concernant l'Iran, c'est de s'assurer que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Et en fait, grâce à ce qui s'est passé ces derniers mois, mais surtout depuis 1 an et demi, nous avons réussi à créer l'espace nécessaire pour que le président estime, et je pense qu'il a raison, qu'on peut parvenir à un accord durable sur le programme nucléaire iranien. Alors, peut-être qu'Israël appréciera cette approche, peut-être pas, mais au fond, nous pensons que c'est dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi nous allons continuer à aller dans cette direction, parce que c'est pour cela que le président des États-Unis a été élu. Et c'est ce que nous devons faire pour bien servir le peuple américain. Alors, est-ce que je peux en tirer un peu d'optimisme, ou bien est-ce que c'est trop peu, trop tard? Quick anecdote.
Petite anecdote. En 1965, après l'élection de Lyndon Johnson à la présidence, Hubert Humphrey a rédigé une note très détaillée expliquant pourquoi, en aucune circonstance, les États-Unis ne devaient s'impliquer au Vietnam. Une très bonne note, paraît-il. Je ne l'ai pas vue moi-même, mais j'ai parlé à des gens qui l'ont lu. J'aimerais beaucoup en avoir une copie. Et donc, Hubert Humphrey a été convoqué dans le bureau de Lyndon Johnson, le bureau ovale, et la réunion a été très tendue. En gros, Lyndon Johnson lui a dit « Si tu ne me soutiens pas dans mon intervention au Vietnam, et rappelons-le, à ce moment-là, nous n'y étions pas encore allés, alors tu dois démissionner de la vice-présidence. » Et Hubert Humphrey, qui avait laissé entendre qu'il espérait devenir président un jour, comme à peu près tous les vice-présidents avant lui, a refusé de démissionner et a répondu « Non, je te soutiendrai au Vietnam. » Catastrophique. La meilleure chose qu'il aurait pu faire, c'est dire « Très bien, je me retire. » J.D. Vance en est là où il est, parce que comme tous les autres dans l'administration Trump, ils ont dû prêter serment d'allégeance à l'agenda pro-Israël, aux politiques pro-Israël, à la mentalité pro-Israël, à l'engagement pro-Israël. Je pense qu'ils regardent les sondages. Ils voient que le vent tourne. La plupart des responsables politiques sont comme des girouettes. Et je crois qu'ils voient que le vent souffle maintenant très fort dans une direction qui va à l'encontre des intérêts du camp pro-Israël. Alors, il essaie de prendre ses distances avec le président sans que cela se voie trop. J'aimerais pouvoir vous donner un peu d'optimisme, mais je ne peux pas. Bon, d'accord, c'était assez direct. J'imagine qu'on va devoir espérer que ces vents soufflent assez fort. Mais vous savez quoi? Ce qui pourrait vraiment aider, c'est que les Américains prennent mieux conscience du coût que tout ça représente pour eux. Parce que ça pourrait bien faire bouger les sondages dont vous parlez, une fois qu'ils verront ce que ça nous a coûté, et tout ce qu'on n'a pas réussi à faire sur le plan militaire depuis le début de cette affaire. Et il y a deux choses que je veux souligner ici. D'abord, selon le Washington Post, une vingtaine de nos bases ont été endommagées ou gravement touchées. Aucune, à ma connaissance, n'a été complètement détruite, mais beaucoup ont subi des dégâts importants. Alors la question, c'est, une fois que tout ça sera terminé, peu importe comment, est-ce qu'on va simplement réoccuper et reconstruire toutes ces bases, ou bien faire autre chose? Parce que maintenant, ce chroniqueur explique qu'elles sont devenues un fardeau pour les pays hôtes et qu'ils ne voudront peut-être même plus qu'on revienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est tout à fait ça. J'aimerais aussi conclure sur le dernier point en posant une question à tout le monde dans le public. Combien de fois avons-nous détruit l'insurrection du Viet Cong au Sud-Vietnam avant de finalement quitter le pays? Le temps est écoulé, au moins 6 ou 7 fois. Et combien de fois avons-nous affirmé avoir éliminé l'insurrection en Irak, celle qui s'opposait à notre présence, avant de partir? Oh, au moins 3 ou 4 fois, d'après ce que j'ai entendu des porte-paroles des forces à Bagdad. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de situation se répète. Et quand on essaie de parler du coût, le vrai coût, lui, est balayé sous le tapis. Il n'atteint personne. Le prix à payer, c'est du sang et de l'argent. Et franchement, c'est la dernière chose à laquelle pensent ceux qui sont au sommet du pouvoir à Washington. On peut toujours imprimer plus d'argent et on peut toujours trouver d'autres personnes prêtes à aller se battre pour nous. Maintenant, concernant cette question de base militaire, il s'agit d'un journaliste coréen. Je ne le connais pas très bien, mais il s'exprime avec beaucoup de clarté. Ce qu'il a écrit, c'est un essai remarquablement structuré et solidement argumenté, qui dit simplement la chose suivante. Quelque chose dont nous avons déjà parlé et que nous savons être vrai. Nous faisons face à de nouvelles puissances militaires potentielles, à de nouvelles technologies qui commencent tout juste à arriver à maturité.
L'idée de déployer en avant des forces terrestres, aériennes ou navales est devenue dangereuse, pas seulement pour les forces aériennes, qui se trouvent à portée facile des capacités de frappe et de renseignement de l'adversaire potentiel, mais aussi parce que nous mettons désormais en danger les pays où nous sommes basés. Il existe une profonde divergence, et cela depuis un certain temps, entre nous et la plupart de nos alliés en Asie sur la question d'une guerre avec la Chine. Personne, en Corée, à ma connaissance, au Japon, ni au Vietnam, n'a vraiment envie d'une guerre avec la Chine. Bien au contraire, tous veulent l'éviter. Ils ont d'importantes relations commerciales avec la Chine. Ils ont accès à son marché et en tirent des bénéfices. Ils ne partagent pas notre vision de la Chine comme d'une puissance impériale, à la manière du Japon d'autrefois, déterminé à conquérir l'Asie. C'est nous qui parlons sans arrêt de la guerre en Asie, encore et encore. J'inclurais aussi les Philippines dans cette catégorie, mais les Philippines sont tellement en demande d'aide et de soutien de notre part qu'elles accepteraient sans doute presque tout ce qu'on leur propose. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il a raison. Ce journaliste coréen a raison. Nous n'avons plus besoin d'être présents dans ces pays, et notre présence là-bas est probablement, voire potentiellement, dangereuse pour les gens qui y vivent. Et cela inclut la Corée et le Japon, en Asie sans aucun doute, et probablement aussi les Philippines. Et encore une fois, pas à cause d'une invasion imminente, mais parce que, quand une guerre éclate, on commence à regarder la carte et à repérer tous les dégâts potentiels que l'ennemi peut nous infliger, les pires choses qu'il peut nous faire. C'est ça qui guide ta réflexion, ou du moins, ça devrait. Alors tu commences à te dire, bon, si c'est le pire qu'il puisse faire, qu'est-ce que moi je peux faire pour le battre? Et inévitablement, tu finis par entraîner tout le monde dans la guerre. Et si tu écoutes le président Trump, et d'ailleurs ce n'est pas le premier, j'ai vu la même chose sous George W. Bush, puis plus tard avec Obama. On essaye toujours d'entraîner d'autres pays dans nos conflits et nos crises pour donner une sorte de légitimité à ce qu'on fait. On dit, vous ne pouvez pas dire que cette guerre n'est pas justifiée. Regardez nos alliés. Et comment ça marche ça? Eh bien, en général, on les achète. On appelle l'armée du Bangladesh et on dit « De quoi avez-vous vraiment besoin cette semaine ?» Et l'armée du Bangladesh répond « On aurait bien besoin de nouvelles bottes. » Très bien, vous les aurez, on les paie. Quoi d'autre? Eh bien, on veut que vous veniez avec nous dans les Balkans. Nous voulons que tu viennes avec nous au Moyen-Orient. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. On commence par se rallier des soutiens, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, pour les raisons dont on vient de parler. La nature de la guerre a changé. Tu sais, on peut frapper une cible sur la péninsule coréenne depuis plus de 1000 kilomètres, au cœur de la Chine, et on peut tuer tout le monde sur et autour de cette cible, ou ne tuer personne. C'est selon ce qu'on veut faire. Et ça a complètement changé la nature de la guerre. Ça fait que notre présence en Corée et au Japon devient potentiellement un danger pour les Chinois. Et ça, on n'aime pas ça. Le Congrès va s'y opposer. Il y a toutes sortes de raisons. La plupart sont liées à l'argent. Et beaucoup aussi à la vanité. Une grande partie de ce qu'on fait, Daniel, est hypothéquée à la vanité. Nous sommes les meilleurs. On a ça. On est là. On est partout, vous savez. Et on parle de nos porte-avions là-bas. Mais ils sont aussi à environ 800 km pour éviter d'être touchés par quoi que ce soit. Franchement, il faut se réveiller et ouvrir les yeux. La guerre a changé. Oui, c'est le cas. Et je veux montrer l'une des conséquences de cette vanité. Je crois que Gary a un extrait qu'on a préparé, où Trump lit, comme il l'a fait tant de fois, la liste de tout ce que nous avons détruit en Iran et à quel point, selon lui, ils sont complètement impuissants. Nous avons la plus grande armée du monde.
On l'a prouvé avec le Venezuela. On l'a prouvé avec l'Iran. L'Iran est anéanti sur le plan militaire. Ce n'est qu'une question de temps. Et vous savez, on leur a laissé un répit en s'arrêtant un petit moment. Nous avons un blocus. Aucun bateau n'entre. Aucun bateau n'envisage même de le faire. On en a parlé aujourd'hui. C'est très intéressant. Mais ils sont impressionnés. Nous avons une armée formidable. Nous avons une armée que nous ayons jamais eue. Et la meilleure armée au monde. Et l'une des autres choses qu'il ajoute dans certains de ses propos, c'est que nous aurions détruit toute leur marine, toute leur défense aérienne, toute leur force aérienne, que le ciel serait complètement ouvert. Egset le répète souvent. Mais quand on commence à regarder les preuves concrètes, on se dit « Attendez une seconde. 51 drones Reaper ont été abattus au-dessus de l'Irak et du Yémen, et une quarantaine d'autres appareils ont aussi été descendus. Et ça, c'était pendant les 40 premiers jours de la phase active. Mais ça continue encore aujourd'hui avec les drones Reaper. On en perd toujours. Et ce sont de gros appareils, très coûteux et essentiels à nos opérations sur place. Comment vous interprétez ces pertes qui se poursuivent d'un point de vue militaire? Eh bien, l'impact sur nos opérations de renseignement à travers la surveillance et la reconnaissance continue a été considérablement affaibli. Vous savez, c'est une chose de voir un lancement depuis un satellite. Ensuite, on envoie quelque chose comme un Reaper pour confirmer ce qu'on pense avoir vu, pour obtenir une image plus précise en vue d'un ciblage. Et là, on perd le Reaper. Bon, on en envoie un autre, ou on compte sur un autre appareil. Mais le fait est que, quand on en perd 51, ça montre que notre capacité à cibler avec précision a été sérieusement réduite. Donc oui, c'est un vrai problème. Le fait qu'ils aient réussi à endommager ou à abattre autant de types d'aéronefs différents ne devrait rassurer personne. Et je pense que plus ce conflit dure, plus les Iraniens vont s'améliorer. Parce que, depuis la première opération de 12 jours, on a vu une amélioration constante des capacités iraniennes. Ils sont bien meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque, et ils continuent de progresser chaque jour. Et sans aucun doute, une partie de cela vient de l'aide qu'ils reçoivent de la Chine et de la Russie. Mais ce serait une grave erreur de sous-estimer les capacités des Iraniens. Ils ont d'excellents ingénieurs, des spécialistes du ciblage, des gens qui nous ont étudiés et qui comprennent ce que nous ferons ou ne ferons pas, parfois mieux que nous-mêmes. Et ils se sont révélés étonnamment efficaces. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'à ce stade, sur le plan militaire, il vaudrait mieux s'arrêter tant qu'on a encore l'avantage. Même si, sur le plan stratégique, je ne pense pas que nous soyons vraiment en avance. Et je préférerais ne redévoiler de plus que ce qui est absolument nécessaire pour le moment. Et qui sait ce qui va se passer? Franchement, il y a eu tellement de moments. Depuis le début de cette guerre, vous avez présenté un plan d'action que la Maison-Blanche aurait pu suivre, un plan qui aurait pu éviter la guerre complètement ou au moins la repousser beaucoup plus longtemps, beaucoup plus tôt, et à un coût bien moindre. Et pourtant, on continue à ne pas le faire. On ne peut qu'espérer que ça change à l'avenir. Écoutez, avant de vous laisser partir, j'aimerais avoir votre avis sur l'autre grand conflit en cours, la Russie et l'Ukraine. Il y a eu des informations il y a quelques jours. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ne soutiennent pas seulement l'Ukraine, mais encouragent aussi le dialogue avec la Russie, en disant « oui, parlons-en » sur la base de ce dialogue. On peut dire, pour rester aimable, qu'il s'agissait d'une lettre frauduleuse de Zelensky à Poutine. Mais ils ont aussi déclaré « Vous savez quoi? Nous voulons aussi apporter un certain soutien à l'Ukraine une fois la guerre terminée. » L'idée serait une sorte de force de stabilisation européenne, déployée à l'intérieur de l'Ukraine, avec des armes, des munitions et d'autres moyens pour assurer leur défense. Et donc, ils en discutent.
ce qui évidemment irrite la Russie, qui reproche à l'Ukraine de chercher à créer une alliance rampante, exactement ce contre quoi elle dit se battre. À votre avis, quel impact cela pourrait-il avoir sur cette guerre? Honnêtement, rien d'autre. Sinon réaffirmer l'engagement de la Russie à poursuivre la guerre jusqu'à ce que l'Ukraine ne représente plus une menace. Ce qu'ils ont fait, c'est promettre que oui, donnez-nous l'occasion, et nous en ferons à nouveau une menace. Ils disent qu'ils vont annuler tous les gains stratégiques réalisés, qu'ils vont refaire de l'Ukraine le bélier qu'elle était autrefois. Je pense qu'ils sont beaucoup trop optimistes. À mon avis, l'Ukraine, surtout quand on quitte Kiev et qu'on va dans les campagnes, quand on parle avec les gens qui y vivent, est épuisée. Et l'État lui-même, en tant qu'appareil, est en train de s'effondrer. La mauvaise nouvelle, c'est que le président Poutine vient justement de prononcer un discours aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Je dois encore le relire plusieurs fois, mais ça me donne l'impression, du moins dans la traduction, qu'il compte pour l'instant maintenir le cap. Et il a dit à ses compatriotes, il faut continuer à se battre. Je n'ai entendu aucune promesse de victoire, ni de fin prochaine. Ça m'inquiète un peu, parce que je pense qu'il y a encore, à Moscou, des gens qui espèrent, contre toute raison, obtenir quelque chose de Trump, quelque chose qu'ils pourraient ramener comme un atout, que le président Trump leur offrirait un accord reconnu par les Européens, un accord qui mettrait vraiment fin à cette guerre et supprimerait le danger permanent que Moscou perçoit aujourd'hui à Kiev. Je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'il puisse attendre quoi que ce soit du président Trump dans cette administration. Le président Trump ne peut rien garantir du tout en ce moment aux Iraniens. Et c'est un vrai problème. Plus personne ne nous fait confiance. Pourquoi le président Poutine garde l'espoir qu'il le puisse? Ça me dépasse complètement. Il ne semble pas comprendre que les mêmes personnes qui poussent à la guerre contre l'Iran, jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, qu'on en souffre ou non, ça leur est égal. Tout ça, c'est pour leurs propres intérêts. Et ce sont exactement les mêmes qui poussent à la guerre contre la Russie en Ukraine. Il n'y a aucune différence entre ces deux groupes. Ce sont les mêmes. J'espère que le président Poutine finira par le comprendre, parce que rien ne pourra s'améliorer tant qu'il ne prendra pas lui-même les choses en main, militairement. Il ne peut pas compter sur nous pour quoi que ce soit. Et on verra bien où tout ça nous mène. Ce qui est intéressant, c'est que Sergei Lavrov a fait un commentaire à propos de la situation actuelle. Et lui, par nature, c'est quelqu'un de très diplomate. Mais à mes oreilles, j'ai l'impression d'entendre un peu plus d'agacement dans son ton. On peut se demander si ça marque un changement. Regardez. La Russie, la France et l'Allemagne, avec Zelensky, ont signé un document sur le soutien stratégique de ce régime, sur la préparation du déploiement des forces de stabilisation, des forces d'occupation, et sur le fait que l'Ukraine restera telle qu'elle après le conflit. L'accord prévoit aussi que l'Ukraine recevra des armes supplémentaires à longue portée pour frapper le territoire russe, y compris en profondeur. Je ne vois pas comment on peut parler de négociation dans un tel contexte. Il faudrait sans doute que tout le monde prenne au sérieux ce qu'a dit le président Poutine. Désormais, tout ne dépend plus des négociations, mais des actions de nos héros sur le front. On dirait presque qu'il commence un peu à se ranger de ton côté. Du genre, oublions les négociations, peut-être qu'il faut passer à l'offensive. Et puis comme Gary est incroyable, il a carrément retrouvé cet extrait de Poutine où il dit exactement ce que Lavrov évoquait. Est-ce une façon de créer les conditions pour des rencontres et des négociations en personne,
ou bien de créer une situation où toute rencontre devient impossible. Je pense que c'est la deuxième option. Et donc, il faut s'adresser non pas aux auteurs de cette lettre, ni aux amateurs du genre épistolaire, mais à nos combattants sur la ligne de contact. Et donc, en m'adressant à eux, enfin donc, эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать. Et maintenant, en m'adressant à vous, camarades soldats et marins, camarades sergents et adjudants, camarades officiers, amiraux et généraux, tout le pays vous regarde. Tout le pays est fier de vous et compte sur vous. Au travail, mes frères. Работайте, братья. Alors, est-ce que ça pourrait vouloir dire ça? Parce que c'était quand même une déclaration assez ferme. Tu penses que ça pourrait indiquer qu'il est prêt à s'y mettre, à faire sur le terrain ce que tu dis qu'ils auraient sans doute dû faire depuis longtemps? C'est possible selon toi? I'm reluctant to impute that to him. J'hésite à lui attribuer ça directement. En regardant la phrase de la fin, « Travaillez, frères », on m'a dit que la traduction la plus juste serait plutôt « Continuez le combat, frères ». Donc, je comprends ça comme « Restez vigilants, restez concentrés sur la mission, continuez ce que vous faites ». Je n'ai rien entendu de plus à ce sujet. Maintenant, Lavrov, quand il parle, il s'inscrit dans la grande tradition de gens comme Witt, Gortchakov, Nesselrode et d'autres grands ministres des Affaires étrangères russes de l'époque tsariste. C'est un diplomate d'exception. Nous n'avons personne de son niveau. Et ce qu'il dit, à mon avis, est très significatif, parce qu'il se rapproche beaucoup de ce dont vous me parliez tout à l'heure. Il souligne que là, on dépasse la simple impolitesse. Et c'est exactement ce que je dirais au président Poutine. Ces gens sont trop stupides pour comprendre ce qui est grossier et ce qui ne l'est pas. C'est une agression pure et simple, déguisée sous de nouveaux habits. Ça n'apporte rien. Ça ne reflète rien de bon pour la Russie. Et j'ajouterais rien de bon pour nous non plus. Parce que je sais que beaucoup de gens ici pensent que ça n'a pas d'importance. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que cette guerre doit se terminer. Et je crois que la vérité sur cet État ukrainien, sur ceux qui le dirigent, sur ce qui est arrivé à ce pays et à son peuple, doit parvenir au peuple américain. Il devrait avoir une évaluation honnête et objective à travers les médias traditionnels. Ils ne le font pas. Ils entendent des mensonges, encore et encore. Et ça complique tout. Alors qu'on demande à quelqu'un, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait faire? On n'obtient pas la réponse dont on a vraiment besoin. La réponse, ce serait mettre fin à cette situation le plus vite possible et reconnaître, accepter les intérêts légitimes de sécurité nationale de la Russie. Nous, en tant que grande puissance, nous exigeons que nos intérêts légitimes soient reconnus. Les Russes aussi, les Chinois aussi, et les Iraniens également. Tout dépend des intérêts. Ce n'est pas, contrairement à ce que pense le président Trump, une question de « Ah, je m'entends bien avec lui. Lui et moi, on est de bons amis. On se comprend très bien. Tout le reste, c'est des conneries. Ce qui compte, ce sont les intérêts. Les intérêts, encore les intérêts. Il faut les respecter. Et la question, c'est de savoir quels sont ces intérêts et comment les équilibrer efficacement dans le cadre d'un accord que toutes les puissances régionales puissent signer. C'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. Non, c'est pas le cas. Et tant qu'on ne se concentre pas là-dessus, je ne pense pas que les Russes aient vraiment le choix. Ils doivent continuer à avancer. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui reste vraiment possible? Parce que si, comme vous le disiez à l'instant, ils continuent à rester sur leur garde et à avancer coûte que coûte, moi je pensais, et je crois que vous aussi, il y a plus d'un an, que ce serait difficile pour l'armée ukrainienne de rester viable jusqu'à cet été.
Et pourtant, nous voilà au début de l'été, et elle tient toujours. On me dit que les lignes de front sont beaucoup plus fragiles qu'avant, mais elles tiennent encore. Combien de temps ça peut durer comme ça, sans que la Russie change sa doctrine de combat? Well, solvent is probably not a good word. Bon, solvable n'est sans doute pas le bon mot. Ce qu'on voit en Ukraine, c'est une façade, parce qu'elle n'a pas été directement détruite, ni vraiment mise à l'épreuve. Elle paraît réelle. Il y a bien un gouvernement à Kiev, mais il n'est pas élu par le peuple. C'est une dictature. C'est un régime oppressif, bien plus stalinien que tout le reste. Il est rempli de toutes sortes de gens au penchant criminel, qui volent autant de richesses qu'ils peuvent avant que ce cauchemar ne prenne fin. Et pour les Russes, la seule solution, c'est de traverser cette rivière. Parce que tant qu'ils ne la franchissent pas avec force, la façade reste intacte. Et c'est exactement ce qu'ils ont devant eux aujourd'hui, une façade, rien qu'une façade. Et il faut la détruire. Une fois qu'ils l'auront détruite, tout le monde se taira dans. Combien de gens ont levé la voix pour dire « Et la NBA alors ?» Eh bien, est-ce qu'ils n'ont pas été vaincus? Et le Viet Cong alors? Non, non. D'un coup, plus personne n'en parlait. C'était fini. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Sud-Vietnam est tombé, disparu. L'armée vietnamienne s'est évaporée. Elle n'existait plus. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est parti. Et on n'en a plus jamais reparlé. C'est exactement ce qui finira par se passer en Ukraine. Et vous savez, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que vous disiez tout à l'heure, à propos du Vietnam, de l'Iran, et maintenant, ici, à mon expérience avec les talibans pendant la guerre en Afghanistan. Combien de fois avons-nous dit « Oui, cette fois, on a enfin vaincu les talibans. Voilà à quoi ressemble la victoire. » Le général Allen disait ça en 2013, avant qu'on ne finisse par partir la tête basse en 2021. Et là encore, c'est une anecdote, mais elle vient de Yulia Mendel, qui était la porte-parole de Zelensky pendant ses premières années au pouvoir, avant de partir. Voilà ce qu'elle écrit aujourd'hui, parce qu'elle est devenue une critique assez virulente. C'est tout récent, il y a quelques minutes à peine. Elle écrit This is just minutes ago, actually. She writes, shocking reports from near Kovel and western Volyn regions. Locals claim villagers armed with shovels fought off forced mobilization officers attempting to recruit men. According to local channels, the confrontation turned... D'après les chaînes locales, la confrontation a dégénéré physiquement. Les habitants ont vraiment riposté. Cette situation montre bien la tension croissante autour des efforts de mobilisation forcée en Ukraine. La question, c'est combien de temps peuvent-ils encore continuer à imposer ces choses par la force? Est-ce que, selon vous, ça peut un jour s'arrêter? Ou bien vont-ils pouvoir indéfiniment obliger les gens à aller se battre? Eh bien, tant qu'on continue d'envoyer de grosses sommes d'argent au gouvernement de Kiev, que ça vienne d'Europe ou des États-Unis, et qu'ils reçoivent encore régulièrement beaucoup d'argent, ils peuvent payer les gens pour faire ce qu'ils font. Si l'argent s'arrête et qu'ils ne peuvent plus les payer, ce genre d'activité s'arrêtera aussi. C'est la triste réalité. Il faut couper le robinet. C'est comme pour Israël et son projet de massacre et d'expulsion à Gaza. Il faut les couper, c'est tout. Mais on n'est pas prêt à le faire. Et apparemment, on n'est pas prêt à le faire non plus en Ukraine. Ce que vous venez de montrer à tout le monde. Et le plus triste, c'est que je connais cette région d'Ukraine. Et ces gens-là sont vraiment très différents du reste du pays. Ce sont des Ukrainiens au sens le plus occidental du terme. Ils ont vécu sous les Habsbourg pendant plus d'un siècle, presque 2. Alors oui, j'ai de la peine pour les Ukrainiens, et j'ai aussi de la peine pour les peuples du Moyen-Orient, parce qu'ils sont comme pris dans un étau avec leurs adversaires. Les séparer, c'est loin d'être simple. Je pense que la situation en Ukraine pourrait être résolue plus vite aujourd'hui qu'à n'importe quel moment depuis le début de cette guerre.
mais je ne vois aucune volonté, aucune détermination, aucun intérêt à le faire. No willingness, no resolve, no interest in doing that. Yeah, and that is just so heartbreaking. Oui, et c'est vraiment déchirant à voir. Je veux dire, des gens qui frappent littéralement avec des pelles, quelqu'un qui essaie d'empêcher qu'on emmène les hommes de sa famille, probablement pour mourir à la guerre. C'est presque une condamnation à mort d'y aller. Et pourtant, c'est le quotidien en Ukraine. Well, I think it's another good Je pense que c'est encore une bonne publicité pour la National Rifle Association. Alors, abandonnez ces armes personnelles, hein? giving up your personal arms, right? Yeah, there's that too. Oui, c'est vrai aussi. Écoute, Doug, on te remercie vraiment d'avoir mis tout ça en lumière, surtout sur ces deux sujets. On voit bien que l'argent est au cœur de ces deux conflits et qu'il est indispensable pour en sortir. Et cette injection d'argent, c'est un vrai problème. Donc, beaucoup de ces questions ne sont pas vraiment tactiques, ni même diplomatiques, mais plutôt financières. Et comme on dit, c'est l'argent qui commande. On en a ici une preuve très claire. Merci donc d'avoir attiré notre attention là-dessus. Et juste pour rappel, les amis, je sais que beaucoup d'entre vous ne se lassent pas de McGregor. Alors allez sur McGregorWarriorSubstack.com. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Au fait, Doug, j'ai oublié de te le dire, mais je reviens tout juste de Tbilissi, en Géorgie. J'étais là-bas pour un forum économique où il y avait pas mal de monde. Et franchement, à chaque fois que ton nom revenait, tout le monde disait « Oh mon Dieu, on adore Doug McGregor ». Les gens voulaient me parler juste parce que je te connais. Ta réputation se répand un peu partout en Europe et ailleurs, et on comprend bien pourquoi. Les gens peuvent aller voir par eux-mêmes. Alors merci. Eh bien, où étaient toutes ces filles quand j'étais à West Point? C'est tellement déprimant. Bon, merci pour ça, j'apprécie. D'accord. All right. Thanks for that. I appreciate it. All right, and we will see you guys later on today at 1 o'clock. On se retrouve tout à l'heure à 13h. Le professeur Morandi sera de retour avec nous aujourd'hui. Et je vous le promets, ne ratez surtout pas cette émission. À 13h, avec le professeur Seyed Mohammad Marandi, qui nous donnera un aperçu de ce qui se pense du côté iranien et des chances que ces mémorandums ou quoi que ce soit d'autre puissent mettre fin à cette guerre. Merci beaucoup. On se retrouve donc tout à l'heure dans le Daniel Davies Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.